Nous venons de réaliser un exercice de statique analytique qui nous ont permis, grâce au principe fondamental de la statique, d'obtenir 6 équations, et ces équations ont été résolues grâce à l'application numérique et aux données informatives. Nous avons ici la valeur de AX qui vaut moins 86,6 Newton, nous avons ici la valeur de AY qui vaut moins 100 Newton, AZ qui vaut 0, LA qui vaut 0, MA qui vaut 0. Et nous avons ici la valeur de NA qui est moins 150 Nm. Le problème peut être traité comme un problème plan. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'effort par exemple suivant l'axe Z, on n'a pas de rotation suivant l'axe Y, et on n'a pas de rotation suivant l'axe X. Donc au final on s'aperçoit que les équations 3, 4 et 5 ne nous servent pas. Elles nous permettent juste d'annuler, l'équation 3, 4 et 5 nous permettent juste d'annuler AZ, LA et MA. Ce qui veut dire qu'il nous reste quand même 3 équations à traiter. L'équation ici, ici et ici. Les équations 1, 3 et 6. Donc ces différentes équations vont nous permettre de voir comment est sollicitée notre poutre. L'équation 1 correspond à tous les efforts situés suivant l'axe X. Donc si je regarde ma poutre, ça correspond aux efforts situés comme ceci. Les efforts situés suivant l'axe X, comme ceci, correspondent à des sollicitations de traction-compression. Les efforts situés suivant l'axe Y, comme ceci, correspondent à des sollicitations de cisaillement. Et les moments correspondant à l'équation 6 correspondent à une sollicitation de flexion. On est en train de tourner et de faire fléchir notre poutre. Donc l'idée va être maintenant d'estimer à quel moment et à quel endroit la poutre va devoir casser. Donc ça pourrait être un exemple d'application. On a un mât de bateau, on a le mât qui est scellé au niveau du plancher du bateau et on a des efforts liés au vent par exemple. J'ai redessiné la poutre avec les différentes données comme on l'a au début. L'idée va être de traiter au cas par cas et en regardant, en saucissonnant on va dire, en regardant notre poutre, en regardant quels sont les efforts internes. En passant à la théorie, on est obligé d'estimer que notre poutre est un matériau isotrope. Isotrope, cela veut dire que le matériau est homogène dans toutes les directions. Donc par exemple, si je prends du bois, ça ne pourra pas marcher parce qu'il y a des filaments à l'intérieur du bois. Si je prends du matériau de laine de verre, ça ne marchera pas parce qu'il y a un maillage. Alors que si je prends de l'aggloméré ou de l'acier, on peut estimer que le matériau est identique dans tous les sens à l'intérieur duquel je regarde. Et donc l'idée, ça va être de venir couper la poutre, par exemple ici, et de venir définir le torseur de cohésion. Le torseur de cohésion, c'est est-ce que les efforts de gauche sont égaux avec les efforts de droite. On va vérifier s'il y a différence entre les deux. Le torseur de cohésion est un outil qui nous permettra de voir si le matériau peut rester cohérent. Il y a dislocation du matériau si on dépasse la contrainte sur le matériau. Un exemple, un acier peut encaisser 235 MPa. Si je lui mets plus que 235 MPa, il va se disloquer. Il va casser. Donc l'idée c'est de savoir où est-ce qu'il va casser pour modifier par exemple la forme. Je décide de couper ma poutre. Je vais regarder toutes les actions qui sont à droite. Par convention, toutes les actions qui sont à droite vont être avec un plus. Donc je vais regarder tout ce qui est à droite, je vais les mettre avec un plus. Si je coupais et que je regardais tout ce qui était sur la gauche, j'aurais dû mettre un signe moins. Donc moi je préfère garder les signes plus, donc je coupe et je regarde ce qui est à droite. Et l'idée c'est de couper ici, par exemple, et de faire déplacer cette coupe par là. En démarrant ici, je vais me déplacer par là-bas. Je coupe et je récupère uniquement les actions qui sont en C. Ces actions qui sont en C, je vais venir les tracer. Je vais tracer donc l'effort de traction-compression, l'effort de cisaillement et l'effort de flexion. L'effort de traction-compression correspondra à l'effort sur X. L'effort de cisaillement correspondra à l'effort tranchant, ce qui vient couper ou cisailler notre pièce. Et le moment de flexion, c'est ce qui va venir fléchir ou rajouter de la flexion.
Donc je coupe à ce niveau. Et je garde uniquement ce qui est sur ma droite. Donc sur ma droite, j'ai uniquement fx. Je vais maintenant m'intéresser sur l'axe y. Donc sur l'axe y, je regarde et j'ai uniquement fy. Je vais regarder maintenant au niveau des moments. Et je m'aperçois que si je me positionne ici, je vais avoir la valeur fy, mais fois 0. Parce qu'un moment, rappelez-vous, c'est une force multipliée par une distance. Donc, la force va être multipliée par 0 parce que je suis positionné vraiment ici, vraiment au ras. Donc, le moment au niveau de ce point-là va être 0. Maintenant, je vais commencer à me déplacer. Donc, je vais me déplacer en allant vers la gauche. En allant vers la gauche, par exemple à ce niveau, je m'aperçois que j'ai toujours le même effort fx qui n'a pas changé. Donc c'est pour ça que je peux tracer une valeur ici. En estimant que j'ai toujours la même valeur ici, fx, qui n'a pas bougé. Je regarde pour mon effort fy, j'ai toujours la même valeur fy. Par contre, au niveau de mon moment, il s'est passé quelque chose. Je me suis maintenant décalé. Je me suis décalé de cette distance, qu'on peut appeler je sais pas, petit l par exemple. Donc cette distance va me créer un moment. Donc je vais avoir cette force, fy, multipliée par cette distance. Donc à ce niveau, exactement ici, je vais avoir un moment qui va s'appeler fy multiplié par l. Exactement à ce niveau. Par contre, si je l'avais pris à ce niveau, et que je l'aurais appelé L1 par exemple, j'aurais eu fy fois L1. Donc c'est pour ça qu'on peut exprimer l'équation en disant fy fois x. Et x, ça va être du coup cette distance. La distance entre le f et ma position. Je continue jusqu'à ce que j'arrive au niveau du point B, où là il y a des changements. Donc je continue avec une droite pour fx, où il ne se passe rien, j'ai toujours ma valeur de fx. Sur y, j'ai toujours ma valeur du y. Rien ne s'est passé. Et sur mes moments, j'ai toujours eu ma droite inclinée. Au niveau du point B, il y a une valeur sur l'axe y. Donc la valeur sur mon axe x ne bouge pas. Par contre, au niveau du y, je vais venir ajouter un effort tranchant, parce que à ce niveau-là, j'ai du fy positif, et là je vais avoir du yb positif. Donc à partir d'ici, je vais avoir celui-là, plus celui-là. Rappelez-vous, je coupe et je regarde tout ce qui est à droite. Donc le fy existe toujours, donc j'ai mon fy plus mon yb. Au niveau des moments, je vais obtenir ce moment précis, avec cette distance de là qui vaut 1 mètre, donc j'aurai fy fois 1 mètre. Donc fy vaut 50 newtons fois 1 mètre, 50 newton-mètre, valeur précise. Je continue à me décaler, donc maintenant je suis ici. Je regarde sur la droite, fx n'a pas bougé. Il ne bougera d'ailleurs pas sur toute la longueur. Je regarde la valeur de l'effort tranchant, j'ai mon fy, maintenant je vais rajouter mon yb, et mon yb pourra me cumuler. C'est-à-dire que je vais avoir mes 50 newtons de fy plus mes 50 newtons de yb. Au niveau du moment, je vais avoir toujours mon x qui vaut cette distance, donc je vais avoir fx plus cette distance-là multipliée par cette valeur de y. Donc c'est pour ça que je pourrais noter fy fois x, qui correspond x toujours à la distance, plus yb l moins x. Pourquoi l moins x? Parce que le l correspond à cette distance de là à là. Donc yb l moins x correspond en fait à cette distance ici, qui correspond à l moins x. Eh oui, parce qu'à ce niveau-là, je vais avoir le couple à cause de mon fy, qui vaudra fy fois cette distance, mais cette distance c'est x, c'est fy fois x, plus le couple, cette couple-là, multiplié par cette distance, et cette distance c'est l moins x. Donc je vais avoir fyx plus yb l moins x, jusqu'à ce que je me déporte jusqu'ici, où là j'ai terminé mon étude. À ce niveau-là, je vais avoir une action xa, qui me permet de me redescendre. Donc xa vaut fx, ce qu'on a trouvé dans les équations du début. Yk vaut, du coup, moins 100 newtons, parce qu'il vaut fy plus yb en négatif. Et au niveau d'ici, on obtient 150 Nm. Pourquoi? Parce qu'on va avoir nos 50 newtons qu'on va venir multiplier par 2 mètres, plus 50 newtons que je vais multiplier par 1 mètre. Donc ce qui me fera 150 Nm.
L'avantage de cette étude, ça va nous permettre de déterminer quel est l'endroit le plus sollicité. Donc du coup, on pourra anticiper et estimer à quel endroit la poutre va casser. Comment on fait pour savoir cette estimation? Il faut, d'un point de vue simple, regarder l'endroit le plus sollicité. Si je regarde cet endroit, je suis faiblement sollicité parce que en compression, j'ai la valeur fx qui est exacte tout le long. À ce niveau-là, je vais avoir un effort tranchant qui est faible par rapport à cette zone-là. Donc du coup, ça ne peut pas être ici. Et au niveau du moment, la valeur maximale est ici. Donc je regarde à ce niveau-là, valeur maximale ici, valeur maximale ici. La zone critique et le point A. C'est cette zone qui concentre le plus de contraintes. C'est ici que la poutre cassera. Un exemple, si on a toujours notre mât sur un bateau qui a beaucoup de vent, le mât s'arrache au niveau du pied. Il ne s'arrache pas en milieu ou il ne s'arrache pas en point. Si vous êtes sur une branche et que vous êtes en train de faire de l'escalade sur une branche, la branche cassera au niveau du départ de l'arbre. Elle cassera à ce niveau. Faire cette étude nous permettra de déterminer le point le plus important. Et les solutions technologiques pour encaisser plus d'efforts va être d'augmenter l'épaisseur, choisir le matériau, augmenter le moment quadratique.